Et regarde, ça c'est drôle. L'interview. Donc bonjour Mylène Bonjour. et merci de vouloir bien répondre à nos questions. Donc tu es directrice artistique indépendante. Donc on va commencer les questions. Donc d'abord, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours scolaire et professionnel après le bac du coup? Voilà. Alors, après le bac, je pense que comme tout à chacun, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on va devenir. Il s'avère que j'ai toujours été extrêmement curieuse de la vie, des arts, des hommes, de tout de manière générale. Homme avec un grand H, je précise. Mais voilà, tout ça pour dire que j'étais vraiment déjà très curieuse à la base. Et je me suis dit qu'il me fallait des études qui m'épanouissent et où j'apprendrais beaucoup. Et je me suis donc inscrite en art appliqué, art visuel, à l'Université des Arts. J'étais pas trop faite pour une école, je pense, donc la fac m'allait très très bien, niveau en termes d'autonomie. Liberté. Ouais. Voilà, liberté d'expression aussi, vraiment. Donc j'ai beaucoup appris, donc j'ai fait une licence d'art appliqué et j'ai ensuite poursuivi par un master professionnel de multimédia, qui existe encore aujourd'hui, Ouais. je pense. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir une voie un peu plus professionnalisante pour pouvoir trouver aussi un emploi ou en tous les cas pour me mettre à mon compte après le master. Et donc ensuite, comment t'en es arrivée à être directrice artistique? C'est quand t'es sortie du master, tu t'es mis. En fait, au départ, j'étais forcément, quand on commence, on a un titre de graphiste designer ou illustrateur si on est illustrateur, mais moi je ne suis pas illustratrice. Donc au départ, j'étais graphiste designer. Et j'ai commencé pendant un an en freelance. Et ensuite, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de commencer ma carrière comme ça. Donc, je voulais trouver un poste en agence ou chez l'annonceur, enfin voilà, dans une société. Et du coup, j'ai postulé. Et ça a pris une semaine, j'ai trouvé un emploi. Et c'est là que je suis devenue directrice artistique, puisque c'était l'intitulé de mon poste. Junior à l'époque. Ouais, mais bon, c'est Entre-temps, déjà. voilà. Mais c'est là que j'ai fait le plus gros de mon expérience. Je suis restée pendant 4 ans. J'ai énormément appris et c'est ce qui m'a fait grandir. Évoluer très vite parce que quand on est dans un milieu d'entreprise il faut être au taquet quoi. Enfin, donc j'ai beaucoup appris et c'est suite à cette expérience là que j'ai décidé cette fois-ci de me mettre directrice artistique indépendante puisque je suis partie pour vraiment me mettre à mon compte. D'accord. Et si tu pouvais nous expliquer un peu en quoi consiste être directrice artistique, c'est-à-dire que tu fais uniquement du graphisme, tu touches à d'autres domaines, tu fais de la gestion, comment ça se passe un peu Alors c'est très très large. C'est très très large parce que je n'aime pas me mettre dans une boîte. Naturellement, j'ai besoin de toucher à tout, tout comme mes études d'ailleurs. J'ai fait plein de choses et plein d'options différentes. Donc directrice artistique, c'est entre guillemets un statut qui existe dans le milieu de la communication, qui est de diriger un projet. En fait, je suis l'interlocuteur unique entre mon client et les différents interlocuteurs, les différents partenaires, les différents prestataires pour réaliser le projet. C'est-à-dire que c'est moi qui chapeaute tout le projet, c'est moi qui au final vais dire oui c'est bon je valide ou non je ne valide pas, parce que au final c'est moi qui ai défini le brief avec mon client, c'est moi qui ai été à la base de la demande du client et du coup après lui il fait que appel à moi finalement pour réaliser le projet. Donc ce que je sais faire moi c'est tout ce qui est identité visuelle, graphisme, etc. Donc ça je m'en occupe. Et après ce que je ne sais un peu moins faire ou ce que je ne sais pas faire, et ben, je demande à des gens de le faire pour moi et je les gère. c'est un travail en équipe. Absolument, tout à fait. C'est pour ça que je suis seule et en même temps pas tant que ça. D'accord, oui. Voilà, donc c'est très plaisant. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup, des demandes qu'on te fait beaucoup, ou est-ce que ton travail c'est tous les jours différent? Comment ça se passe quel type de travaux tu fais le plus souvent Ben, en fait, bon, de manière générale, j'ai des clients très très différents. Je peux avoir une maison de couture comme je peux avoir de l'industriel pur qui crée des petites pièces pour des machines. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 global. Mais ce qui revient le plus souvent, je dirais que c'est quand même la recherche vraiment de l'identité visuelle, du logotype, de l'âme du produit ou du client. J'aime bien dire que je pars d'une page blanche en fait, tout comme un peintre a une toile blanche et il doit s'exprimer. Bah, moi, mon job, c'est d'exprimer le client, son attente, son produit, sa demande, sa passion. Quoi.
Voilà. Bon, ça donne envie. Tant Alors, on verra. Alors, comment est-ce que tu travailles, toi, en indépendante? Quel type de collaboration est-ce que tu fais? Est-ce que tu participes à des associations? Est-ce que tu fais des événements? Est-ce que tu travailles avec d'autres indépendants? Est-ce que tu travailles uniquement avec ta boîte? Enfin, comment ça se passe? Bah, comme je disais avant, je suis quand même relativement entourée. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps et de ma présence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les différentes soirées à Strasbourg, que ce soit des vernissages, des after-work, des événements, etc. Au fur et à mesure, je me suis tissé un peu ma toile. Et donc, du coup, je travaille forcément voilà, avec beaucoup de gens. Je suis dans une belle dynamique. Je rencontre constamment d'autres personnes en plus. Donc, ça veut dire que voilà, je suis en constante effervescence comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et à côté de ça, je me suis aussi un petit peu plus investie dans une association en particulier qui s'appelle les Entrepreneurs Alsace, qui regroupe une communauté assez importante d'entrepreneurs alsaciens, que ce soit de l'indépendant ou chefs d'entreprise ou même certains institutionnels qui nous soutiennent, où je fais de très beaux projets avec eux, comme voilà, des magazines, des événements, des galas, voilà, c'est très très large. Un jeu de société qui va sortir bientôt. Enfin voilà, c'est très motivant. En tout cas, je suis très très impliquée, je travaille avec beaucoup de gens et c'est très très global. Mais des photographes, des illustrateurs, des vidéastes, voilà, tout ça. Des artisans, voilà, à partir du moment où mon client a une idée, moi je vais essayer de répondre à ses attentes. Et puis après, je trouverai les bonnes personnes pour répondre à ça, quoi. Okay. Et du coup, vous qu'on parle de ce travail en groupe, et nous, on a vu, on l'étudie en cours et on le voit aussi dans le design en général que depuis quelques années, il y a le coworking qui commence vraiment à s'implanter dans différents domaines, mais surtout dans le design. Est-ce que toi, tu fréquentes des espaces de travail qui relèvent du coworking du coup? Alors, le coworking, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et effectivement, il commence à y avoir une très très forte demande. Je connais beaucoup d'indépendants avec lesquels je travaille qui sont dans les espaces de coworking. Personnellement, je n'ai pas encore testé ou eu envie, pour la simple et bonne raison que j'ai la chance d'avoir un duplex et en fait tout l'étage est mon bureau. Super. Donc pour le moment, c'est vrai que je suis bien chez moi. Je gère mes clients, enfin voilà, je gère mes projets comme je veux et je suis chez moi. Par contre, ce qu'apporte le coworking en plus, je pense, c'est d'être dans une dynamique, de rencontrer des nouvelles personnes, de même parfois manger à midi ou le soir avec eux. Je pense que c'est peut-être un bon compromis entre une vie d'entreprise et quand même une vie de freelance. Donc oui, j'y réfléchis de plus en plus. Après avoir, il faudrait qu'il soit vraiment top pour que j'y aille. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. D'accord. Et par rapport à ton statut, ça fait combien de temps toi que tu es indépendante et comment est-ce que tu en es arrivée à dire bon bah je vais être indépendante? Tu nous l'as dit, hein, ça arrive un peu comme ça, mais est-ce qu'à la base tu y avais réfléchi ou Alors en réalité, j'ai toujours su que je voulais être mon propre patron, assez rapidement. J'ai eu cette expérience en entreprise qui m'a fait voilà, prendre aussi confiance en moi. Je me suis rendu compte de ce que j'étais capable de faire. Et du coup, je me suis dit, passer cette expérience, qu'il était temps. Il était temps que je tente l'aventure, que je me mette à mon compte pleinement. J'y étais déjà, mais vraiment à 200% et que je me donne à fond maintenant dans cette activité et travailler pour moi et pas pour un chef ou pour un... Voilà. Après, c'est aussi des responsabilités que d'être son propre patron. Ça, c'est... Voilà, les responsabilités, il faut les prendre. Il faut travailler beaucoup plus encore qu'en salariat. C'est pas 9h, 18h. Quoi. Non, les horaires sont voilà, je dirais que les jours sont poreux, c'est ce que je dis souvent, mais voilà, les week-ends, il faut travailler aussi quand on a des projets qui rentrent. Voilà, on travaille pour soi, donc c'est très gratifiant et en même temps, c'est beaucoup d'investissement. Bien sûr. Et ça fait combien de temps du coup? Et du coup, ça fait, je vais sur mes 8 ans là. D'accord. Mes 8 ans en tout, avec expérience salariale entre, et 2 ans que je suis sous Elomi, enfin sous ma structure actuelle, quoi. D'accord, ok. Et tu es aussi à la Maison des Artistes, c'est ça? Oui. Et donc ça implique quoi par rapport à ton régime fiscal? On parle de choses un peu plus sérieuses. En même temps, il faut se poser les bonnes questions. En fait, la Maison des Artistes, c'est un statut qui est extrêmement... je dirais que c'est privilégié. Quand on est artiste en France, voilà, c'est pas toujours évident de savoir à qui s'adresser. Les auto-entrepreneurs, d'ailleurs, nous mettent dans les artisans. Donc moi, j'ai jamais trop compris pourquoi... Enfin,
admettons. Ouais. Mais à chaque fois que j'appelais une administration, personne ne savait me dire exactement où était ma place. La Maison des Artistes, elle est là pour te donner une place. Et ce que j'aime aussi avec ce statut-là, c'est qu'il n'y a pas de seuil en termes de chiffre d'affaires. L'auto-entrepreneur va être limitant à 32 900 cas, quelque chose comme ça, il faudra se renseigner un peu plus en détail. La Maison des Artistes te laisse prospérer comme tu le veux. Donc voilà, si tu fais 150 000 euros de chiffre d'affaires, ce que j'espère faire un jour, on est bon, quoi. Je veux dire, ils te suivent, ils continuent à te suivre. Et surtout, tu cotises à la sécurité sociale et pas au RSI, parce que le RSI, pour l'avoir connu en auto-entrepreneur, c'est quand même... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de mots. Parce que le RSI, c'est un régime, c'est le régime social des indépendants. D'accord. Et du coup, voilà, c'est en termes de paperasse, en termes de charges, en termes de tout ce que tu veux, c'est vraiment assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. Je pense que tu demandes sur 10 personnes ce qu'ils pensent du RSI, ils te disent tous sensiblement la même chose. Donc je suis à la sécurité sociale. Donc la Maison des Artistes, c'est vraiment un avantage, c'est beaucoup plus confortable. Il y a des avantages. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, c'est que ils sont très peu joignables. C'est un peu, voilà, c'est un peu un gouffre administratif. Mais bon, j'ai envie de te dire, quoi que tu choisisses, oui, voilà. De toute façon, ce sera un petit peu comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis contente pour l'instant. Et tu nous disais que tu avais beaucoup de travail, que tu ne faisais pas donc du 9h, 18h. Qu'est-ce que tu peux nous dire à nous étudiants de tes rythmes de travail? Comment ça se passe? Comment tu t'organises globalement? Voilà, tu vois un client qui te donne un brief, comment ça se passe? Alors on va pas se le cacher, au début quand on commence, on patauge un peu. Hein, ouais. Voilà. Je pense que le sens de l'organisation, après, c'est quelque chose que l'on a un peu en soi ou pas, ou en tous les cas, c'est quelque chose qui se mature et qui peut s'apprendre quand même avec le temps. Mais j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez organisé. C'est pour ça que la fac, d'ailleurs, c'était plutôt adapté pour moi, parce qu'on nous laisse faire notre vie. Et puis, voilà. Donc, j'ai toujours été un peu comme ça quand même. Après, en fait, mon temps, ça, je dirais qu'il est... entre 3 phases. Il évolue entre 3 phases. La première, c'est vraiment une phase très importante de création, où je suis dans une bulle en fait, et où j'ai besoin de temps pour moi, et où je me déconnecte de tout, parce que sinon je ne peux pas avancer. Donc là, c'est vraiment la phase de création. Ensuite, il y a toute une phase de gestion de projet, forcément, où là, je suis en brainstorming avec mes équipes, au téléphone, par mail, où là, ça n'arrête pas dans tous les sens. C'est au taquet. Et la troisième, où forcément, j'accorde beaucoup de temps à être présente dans les réseaux. Ça implique des grosses journées de travail, et le soir, souvent, j'enchaîne avec des after-work, avec des vernissages, avec des événements ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi du temps. Alors, on ne croirait pas comme ça que c'est du travail, et pourtant, ça en est quand même, parce qu'il faut toujours être au top, il faut toujours avoir le smile, il faut toujours savoir présenter ton activité, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui te fait te vendre à tes clients, et ça m'a permis d'ailleurs d'en trouver quelques-uns. Donc, pour organiser le temps, il faut, comme dit, il faut arriver à s'accorder des moments de création, des moments où on sait qu'on va faire que de la gestion de projet, et à ce moment-là, on est aware, et des moments où là, on est à l'extérieur, et voilà. D'accord. Mais ça viendra avec le temps. Hein. Je vous dis franchement, au début, c'était moins évident qu'aujourd'hui. Ouais, justement, nous, en tant qu'étudiants, même avec nos petits projets, ça nous arrive à tous de faire des nuits blanches, des choses comme ça, on connaît. Comment est-ce que tu arrives à fixer tes tarifs par rapport à ça? Comment tu t'organises au niveau de comment tu fixes tes tarifs? Tu vas avoir un projet, est-ce que tu sais tout de suite qu'il va prendre tant de temps, tant de nuits blanches ou pas de nuits blanches Alors, là, encore une fois, le temps, c'est l'expérience. Et maintenant, ça fait 8 ans que je fais ce boulot, donc c'est clair que quand j'ai un brief client avec une demande très précise, ou même très peu précise d'ailleurs, j'arrive à peu près à savoir quel temps je vais prendre pour pouvoir le réaliser. Au début, c'était un peu moins évident. On perd beaucoup de temps au début, vous allez perdre de l'argent au début forcément. Après, en termes de tarification, je pense qu'il faut arriver à être juste en termes des prix du marché. Ça, c'est des choses qu'on voit sur Internet. Il y aura des livres aussi que je vous conseillerais de lire. Et où, du coup, on arrive à avoir quand même un prix du marché où on ne casse pas les prix, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui les cassent. Et là, je trouve que c'est très désobligeant et très péjoratif, entre guillemets, pour les créatifs qui essayent d'en vivre, et d'autres qui explosent les prix et qui, finalement, n'ont pas compris grand-chose. Donc,
voilà, je dirais qu'il faut juste simplement être assez juste dès le départ. Et si on perd du temps au début, c'est normal. D'accord. Et arriver à un moment où là, par contre, on est très très juste et on arrive pratiquement à savoir à heure près le temps que ça nous prendrait. Ouais, donc c'est organisation et rigueur, quoi. Organisation, rigueur et Expérience. Expérience et ouais, le temps. Enfin voilà, il n'y a pas de secret. Hein. On grandit tous et on évolue tous. Donc, tu nous parlais de ton travail d'indépendante et de tout ce que tu as à gérer. Est-ce que tu pourrais me dire pour toi quels sont les avantages et les inconvénients d'un travail d'indépendante? Donc, effectivement, il y a les avantages et les inconvénients. Après, à partir du moment où on a choisi de faire ça, euh, on assume. On assume clairement. Donc, je travaille forcément plus que ce que j'étais en salariat. Mais en même temps, c'est assez gratifiant de se dire que qu'on est son propre patron et qu'on gère ses propres projets et ses propres clients, que finalement l'aval de la décision te revient à toi, Ouais. tout comme j'ai envie de dire quand il y a une couille, excusez-moi l'expression, quand il y a une couille, ouais. eh ben, c'est aussi pour toi. Donc c'est son lot de responsabilités, mais c'est gratifiant. Donc moi c'est un choix de vie, C'est une liberté. donc j'assume pleinement tout, en fait, tous les aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, même travailler beaucoup, j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est une passion, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc au final, des aspects négatifs, c'est un peu secondaire, quoi. C'est sur le moment, mais en soi... Il y en a partout, Oui, voilà. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, dans le salariat aussi, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc au final, je pense qu'à partir du moment où c'est une décision qui est mûrement réfléchie et où on se dit, allez, c'est parti et on va y aller franchement, ça le fait. Là aujourd'hui, donc tu nous as dit que ça fait 8 ans que tu es indépendante, c'est ça, tu as réussi à te créer quand même un bon réseau. Mais comment tu as fait au début, quand tu sortais de l'école, pour réussir à te faire un réseau comme ça on a vu qu'il y avait les workshops et tout, mais bon, il faut avoir de l'assurance. Comment ça se passe? Alors l'assurance, c'est ça se prend aussi un peu avec le temps. Au départ, j'étais forcément... Quand on débute dans ce métier, c'est un peu... Voilà, on a des boulots qu'on a fait à la fac, qui sont pas forcément super aboutis toujours. Donc voilà, mais après, j'ai toujours été très sociable de manière générale. Donc c'est des choses qui me viennent un peu plus naturellement peut-être qu'à d'autres personnes. Donc voilà, ça me facilite un peu la vie, je ne le cache pas. Mais je pense qu'il faut simplement être présent. Il faut être motivé, il faut être passionné, il faut montrer qu'on en veut. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est là et qui se donne à 200% et où les clients sont contents de ton travail, après ça marche presque tout seul, entre guillemets. C'est du bouche à oreille, c'est des gens qui te recommandent, c'est tout ça. Et donc du coup, au fur et à mesure, ça fait effet boule de neige. Et puis la boule de neige devient une immense boule. Et puis au fur et à mesure, voilà. Donc je dirais qu'il faut se laisser le temps au temps et de se dire qu'il faut se donner à 200% quoi qu'il arrive. Et dès le début, à partir du moment où vous commencez, c'est parti, quoi. Mais est-ce que c'est pas angoissant de ne pas avoir une base fixe? C'est-à-dire que quand tu es indépendante, au niveau de ton salaire, il n'est pas fixe tous les mois. À la fin du mois, tu n'as pas tel salaire que... Est-ce qu'il est chaque mois, il est à peu près le même? Est-ce que c'est très irrégulier? Est-ce qu'il y a des mois où tu t'es fait 0 €? Comment ça se passe? Alors, le 0 € n'existe pas dans le sens où, vu qu'on gère plusieurs projets en même temps, il y a des projets qui viennent se greffer dans des projets qui sont déjà en cours. Donc, on a déjà des parties d'acompte qui ne sont pas encore... Enfin, voilà, en gros... Je n'ai jamais eu rien du tout. Par contre, il y a des mois forcément plus fluctuants que d'autres. Ça, c'est une certitude. Quand on est indépendant, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, il faut être plus prévoyant. Il faut s'organiser peut-être un peu autrement que ce que je faisais avant en salariat, bien sûr, parce qu'en salarié, on sait que ça vient à la fin du mois. On est tranquille. Mais après, au-delà de ça, avec les années, je me suis aussi fait accompagner par des clients réguliers. C'est-à-dire que c'est des clients qui me suivent et qui font appel à moi aussi sur le long terme pour des projets à développer et qui du coup font un peu mon fonds de commerce. Donc il y a plein de nouveaux petits clients ou des nouveaux clients qui arrivent et à côté de ça, il y a quand même une base que j'ai développée avec le temps de clients réguliers. Donc je ne suis jamais dans le... Oui, zéro. Je suis jamais dans le zéro, ça n'existe pas. Voilà. D'accord, c'est quand même... Bon, ça fait beaucoup de choses à gérer, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, nous, comme peut-être futurs indépendants, pour réussir à gérer dans le domaine du design toutes ces choses qu'on doit gérer, justement? Ce serait quoi le maître mot pour toi
Honnêtement, je pense que les conseils, vous pourrez en avoir de plein de gens, et puis chaque expérience est différente et tout. Mais le vrai conseil que j'aurais à vous donner, c'est si vous faites ça, faites-le franchement avec la passion. Il faut être passionné dans ce boulot, parce que si vous n'êtes pas passionné, vous n'avez pas votre place. Si on compte nos heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Et au-delà même du fait de passer des heures, c'est simplement être soi-même dans toutes circonstances et vraiment, ouais, comme dit, être passionné, quoi. Parce que ça, il y a pas photo, quoi. Vous n'aurez pas l'impression de bosser si vous êtes passionné. Oui, non, mais c'est clairement. Clair, complètement. Et la deuxième chose, peut-être, bon, ça viendra peut-être plus avec le temps, mais c'est de faire un petit peu attention à faire une vraie distance entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Parce que c'est un métier aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, qui est très... qui peut s'imbriquer comme ça, et je pense que le vrai conseil que j'ai à vous donner, c'est aussi ça, c'est de faire un peu gaffe à ça, quoi. D'accord. Parce que les gens vous jugent, quoi qu'il arrive. Et dernière question, pour finir, la passion déjà c'est très beau, mais à quoi est-ce qu'on doit penser lorsqu'on prend l'initiative de devenir indépendant? Dans quel état d'esprit on doit être? Parce que je suppose que la passion ça suffit pas, l'organisation non plus. Quelles erreurs est-ce qu'on devrait éviter quand on commence? Que tu as des petites anecdotes que tu pourrais nous raconter sur ce sujet? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Non mais c'est pas grave. Non, alors des anecdotes peut-être pas en particulier, mais je vous conseillerais de vous renseigner. Vous renseignez beaucoup, c'est-à-dire auprès des administrations, auprès des institutionnels, auprès des gens qui ont déjà effectivement eu cette expérience-là, que ça ait été positif ou non d'ailleurs, au moins prendre des avis. Donc ce que vous faites là aujourd'hui, je dirais que c'est voilà, plutôt une bonne chose. Donc prendre des infos à droite à gauche. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas totalement sûr à 100%, lancez-vous quand même. Parce que j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. C'est souvent en tentant les choses qu'on se rend compte de quoi on est capable. Et qu'il faut prendre des risques aussi dans la vie. Il faut prendre des risques. Et comme dit, voilà, la passion, on en reparlait, mais si vous êtes passionné, que vous avez envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ça, je dirais, et j'ai même envie de dire que si au bout d'un moment, vous avez fait le tour, ou si ça devait péricliter, eh ben c'est pas grave, vous aurez tenté, quoi. Et puis vous trouverez d'autres choses et vous rebondirez sur d'autres trucs. Enfin voilà, je veux dire, la vie elle est faite à voilà, les gens qui osent, quoi. Et moi j'ai toujours osé, je suis toujours allée de l'avant. Il y a des fois je me suis dit je vais pas y arriver. On s'est tous dit ça, on a tous eu peur. Vous aurez peur au début, c'est normal. Mais c'est pas une fin en soi. Il faut dépasser ça. Mais renseignez-vous, dites-vous que si vous le faites pour une bonne raison. Et faites-le à fond. Okay. Bah écoute, merci beaucoup merci pour toutes ces réponses et tout cet espoir que tu nous donnes du coup. Mais il y en a. Voilà. Moi je suis pleine d'espoir et pleine de vie. Il faut kiffer la vie à fond. Bon, bah, c'est cool. Merci. Merci à vous. Au revoir.